Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Le vice-président de la République conduit la délégation ivoirienne. Tiemoko Melie-Kone va prendre la parole à la tribune des Nations Unies. Une allocution sur la situation mondiale et l'engagement de la Côte d'Ivoire en faveur d'importantes thématiques telles que la cohésion sociale, la paix et la sécurité internationale. Fin des sénatoriales, la commission électorale indépendante a rendu les résultats dans la soirée d'hier. Les partis politiques sont situés, c'est donc l'heure du bilan. Sur les 64 sièges du Sénat soumis au vote, le RHDP obtient 56, 6 pour le PDCI et 2 pour les indépendants. Variétoscope 2023, l'équipe d'Aboisseau remporte cette édition. La formation a tout donné sur la scène pour avoir les meilleures notes du jury. Une prestation qui n'a pas laissé le public indifférent. Le vainqueur repart avec plusieurs lots, dont une ambulance. La RTI, grâce à son partenaire, va aussi réaliser une œuvre communautaire dans la localité. Ursula von der Leyen présente à Lampedusa un plan d'urgence pour aider l'Italie. La présidente de la Commission européenne apporte un soutien pour aider l'Italie à gérer l'arrivée record de migrants sur son territoire. Ce plan est censé conjuguer fermeté à l'encontre des passeurs et prise en charge des migrants. Le vice-président de la République est arrivé à New York, aux États-Unis. Tiemoko Melie-Kone va représenter le chef de l'État à la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il va prendre part au débat général, une allocution qui va porter sur plusieurs sujets tels que la paix et la cohésion sociale. Awa Touré. Le vice-président de la République, Tiemoko Melie-Kone, accueilli par les membres du gouvernement, des représentants de la diplomatie et de la communauté ivoirienne vivant aux États-Unis. Aux États-Unis, où il va, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, prononcer une allocution à la tribune de l'Organisation des Nations Unies le jeudi 21 septembre 2023, dans le cadre du débat général qui s'articule cette année autour du thème « Restaurer la confiance et raviver la solidarité mondiale », accélérer l'action sur le programme 2030 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tous. Le vice-président Tiemoko Melie-Kone va également prendre part à plusieurs rencontres multilatérales de haut niveau à l'agenda de cette 78e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. En marge du débat général et des rencontres multilatérales, le vice-président de la République, Tiemoko Melie-Kone, aura des entretiens avec le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, ainsi que plusieurs autres personnalités. L'actualité politique ici en Côte d'Ivoire, l'élection des sénateurs s'est déroulée hier samedi. Les résultats sont également connus. Le RHDP conforte sa position avec 56 sièges obtenus. C'est donc l'heure du bilan. On en parle avec Alexis Ouedraogo. Samedi soir, sous le coup de 20h10, la commission électorale indépendante démarre la publication des résultats de la journée de vote des élections sénatoriales. La commission électorale indépendante a donné les résultats le même jour de l'élection. C'est un événement à saluer parce qu'il vous souvient que, pas avant longtemps d'ailleurs, un journaliste me disait « Monsieur le Président, à quand les résultats le jour de l'élection ?» Mais je suis en droit et aisément heureux de lui dire que, aujourd'hui par exemple, est un exemple assez concret pour dire que la commission électorale, la Côte d'Ivoire, peut donner les résultats le jour de l'élection. Selon les chiffres livrés par les porte-paroles de la commission sur les antennes de la RTI, sur 31 circonscriptions sans compter le Guémon, le Rassemblement des oufetistes pour la démocratie et la paix rafle la mise avec 28 régions contre 3 pour le PDCI RDA qui l'emporte dans l'Ifou, le Bélier, le district autonome de Yamoussoukro. Une liste indépendante réussie dans le Boclé avec 75,93% à se faire sa place à la Chambre haute du Parlement. Le PPACI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, ressort lui les mains vides. Ça s'est très bien passé, même si on a constaté un incident dans le Bélier, précisément à Tomodi, un incident mineur qui a été contrôlé. Nous pouvons retenir que le RHDP
a eu 56 sénateurs, le PDCI, 6 sénateurs, ceux qu'on appelle de façon triviale indépendants, mais qui sont en réalité des candidats sans étiquette politique, ont eu 2 sénateurs, de sorte que nous avons les 64. Avec l'élection des 2/3 des membres de la Chambre haute du Parlement, restent les 33 qui seront, eux, désignés par le chef de l'État. Les chiffres de ces sénatoriales qui s'ajoutent aux résultats des élections locales du 2 septembre dernier font donc état pour les 199 communes, 30 régions et 31 circonscriptions dont les résultats sont connus. Le point de 123 maires, 25 présidents de conseils régionaux et 56 sénateurs pour le RHDP. 41 maires, 1 président de conseil régional et 2 sénateurs pour les indépendants. 22 maires, 3 présidents de conseils régionaux et 6 sénateurs pour le PDCI-RDA. 10 maires, 1 président de conseil régional pour l'Alliance PDCI-PPACI. 1 maire pour l'URD, 2 maires pour le PPACI qui ne compte ni président de conseil régional ni sénateur. Les 9000 grands électeurs ont donc décidé hier samedi les 2/3 de la Chambre haute du Parlement renouvelée. Le RHDP est largement majoritaire. Le secrétaire exécutif salue le bon déroulement de cette élection. Cissé Ibrahima Bakongo se félicite également de la forte mobilisation des électeurs en faveur de son parti. Moussa Konaté. Élection des sénateurs. Le RHDP remporte 56 sièges à l'issue des résultats provisoires proclamés par la Commission électorale indépendante CEI. Le RHDP est donc largement vainqueur de l'élection sénatoriale. Le parti, par la voix de son secrétaire exécutif, salue l'apaisement lors de l'échéance et se félicite pour la victoire. Il y a eu une très forte mobilisation. C'est le lieu de saluer nos responsables sur le terrain qui se sont mobilisés pour faire en sorte que les électeurs soient au rendez-vous. Suite à la rencontre que nous avons eue dans cette même salle ici, au cours de laquelle une espèce de feuille de route leur a été remise, se sont déployés sur le terrain, sont allés faire du corps à corps. On parle à chaque électeur, chaque grand électeur individuellement. C'est ce qui a permis d'inverser les tendances à différents endroits. Je voudrais donc saluer encore une fois l'ensemble des responsables de notre parti, l'encadrement politique de notre parti, qui a fait preuve donc de discipline, qui a fait preuve de détermination, de lucidité au municipal, au régional et aujourd'hui au sénatorial. Au total, 64 sénateurs ont été élus. La CEI a enregistré 111 listes de candidatures. 8434 suffrages exprimés sur les 8485 votants. Le taux de participation est de 91,25%. Ainsi, une nouvelle législature va s'ouvrir au Sénat. Mais comment s'est passée la précédente? Quel bilan faire de la deuxième chambre du Parlement? Des questions que Hamza Diaby a posées à 13h dans le magazine du dimanche à Ousmane Samassi Touré, le secrétaire général du Sénat. Voici un extrait de l'entretien. Au cours de ces 5 dernières années, le Sénat a joué pleinement son rôle de veille constitutionnelle et de veille législative. Et bien entendu, à l'initiative du président du Sénat, M. Jeannot Ahoussou-Kouadio, 2 grandes rencontres ont été menées avec l'ensemble des acteurs de la décentralisation qui ont permis de positionner le Sénat comme une force de proposition au gouvernement sur toutes les questions qui touchent à la décentralisation. Qu'il s'agisse du statut de l'élu local, du personnel des collectivités territoriales, de la question de la coopération décentralisée, du financement des collectivités territoriales. Toutes ces questions ont fait l'objet de documentation pour ce qui concerne le vote de la loi. Le Sénat a incontestablement contribué à l'amélioration de la qualité de la loi. Des amendements ont été faits sur nombre de projets de loi. Tous ces amendements ont été endossés par l'Assemblée nationale et je pourrais citer par exemple cette loi importante sur l'évaluation des politiques publiques qui vient aujourd'hui rajouter la question de la gestion axée sur les résultats dans la gouvernance de nos différentes administrations. Et donc, il y a eu donc cet apport à la qualité de la loi.
C'est aussi ce projet d'innovation scientifique. Des enseignants-chercheurs apportent une solution aux industries chimiques. Ils ont trouvé comment décontaminer les eaux polluées par le cuivre. Cette initiative a été financée par le FONSTI. Frédéric Oulaï, Franck Wadio. Eau de surface à polluer, un danger pour la nappe phréatique. En Côte d'Ivoire, la lagune Ébrié n'y échappe pas. C'est un véritable problème environnemental, mais aussi un problème de santé publique. Et cela est dû en partie au déversement de métaux toxiques rejetés par les industries. Le monde scientifique explore donc les méthodes de lutte. Nous avons constaté que les industries, à travers leurs activités, peuvent déverser les effluents dans la nature. Et nous voulons mettre en place un prototype qui va permettre, n'est-ce pas, de filtrer ces effluents-là afin de pouvoir déverser les eaux saines et donc de pouvoir préserver la biodiversité dans notre pays. On va faire un prototype d'appareil que les usines vont mettre à côté comme un filtre à côté de leur usine. Avant de déverser l'eau dans la nature, ce filtre-là naturellement va dépolluer ces eaux-là. Donc les eaux qui vont aller dans la nature seront totalement propres. Interface et carrefour des initiatives de recherche scientifique, le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, marque son engagement à contribuer et à valoriser les résultats de ce projet porté par les enseignants-chercheurs. Ce que nous voulons donc à travers cette technologie, c'est de contribuer à dépolluer ces eaux résiduelles qui viennent de nos industries avant de les rejeter dans nos eaux. Donc c'est un projet important, non seulement pour l'environnement, mais également pour la santé des Ivoiriens. Ce projet de décontamination des eaux et d'assainissement de l'environnement aquatique pour mieux protéger la santé humaine, financé à hauteur de 21 millions de francs CFA par le FONSTI, va s'étendre sur une période de 18 mois. La période d'obtention de la carte CMU est réduite. Vous pouvez surtout l'avoir séance tenante dès votre enrôlement. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale poursuit justement le déploiement de sites de production. Plus de 20 centres implantés à travers le pays. Un est désormais ouvert dans la ville d'Odiéné. Les populations attendues donc pour se faire enrôler et obtenir leur carte. Le reportage de Serge Coléa. Odiéné, chef-lieu de la région du Kabadougou, a désormais son centre d'enrôlement et de fabrication in situ. Les requérants pourront recevoir en moins de 15 minutes la nouvelle carte CMU. En l'espace de quelques mois, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a déployé une vaste politique d'extension dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire devant la demande croissante. C'est au tour d'Odiéné de bénéficier de cette technologie nouvelle. Je suis venu à 10h. Bon, il n'est même pas fait au moins 20 minutes. Voici ma carte. Auparavant, quand on fait, ça prend une durée de 3 mois. Mais aujourd'hui, je suis venu en moins de 15 minutes, j'ai reçu ma carte. J'invite tout le monde aussi à faire sa carte CMU, c'est important. Le ministre Adama Kamara se réjouit de l'engouement autour de la CMU. Il a félicité le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, Karim Bamba, cheville ouvrière de la mise en œuvre de la CMU. En vue de répondre aux attentes légitimes des populations, j'ai initié avec la CENAM une opération spéciale visant à renforcer le dispositif d'enrôlement dans les établissements scolaires et universitaires situés dans les zones à forte densité de population. Ainsi, en l'espace d'1 mois, le nombre de sites fixes d'enrôlement à la CENAM est passé de 148 à près de 1000. En plus des 10 sites de production in situ qui existent ailleurs, le système de production in situ sera progressivement installé sur toute l'étendue du territoire national. Maître Adama Kamara a exhorté les populations du Folon et du Kabadougou à se faire enrôler massivement. Le ministre a offert dans la même veine 100 fauteuils roulants aux personnes en situation de handicap du district du Denguélé. Et puisque l'on parle de matériel en santé, l'USAID vient d'offrir à la Côte d'Ivoire du matériel de vaccination, des équipements pour la conservation des vaccins. Le programme élargi de vaccination a reçu le don. Il sera ensuite reparti dans les structures sanitaires du pays. Le PEV va relancer la vaccination des enfants et des femmes enceintes. Didier Nguessan. Le Bureau Afrique de l'Agence américaine pour le développement international, USAID, visite le centre d'appel installé au sein de l'Institut national de santé publique.
un centre financé par les États-Unis dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. C'est vrai que l'urgence sanitaire a été levée, mais il faut savoir que la COVID existe toujours. Donc c'est un moment pour nous encore de rappeler aux gens qu'il est important de se protéger et de prendre les mesures idoines qu'il faut pour se protéger soi-même, mais protéger aussi les personnes qui sont autour de nous, les personnes que nous aimons. Et la vaccination est là justement pour cela. La Côte d'Ivoire a bénéficié de 2,5 milliards de francs CFA début 2021 du gouvernement américain pour faire face aux besoins urgents de la COVID-19, puis d'une enveloppe supplémentaire de 10,5 milliards de francs CFA pour contribuer à vacciner au moins 70% de la population. Le centre d'appel a été créé en octobre 2011 pour la gratuité généralisée des soins et donner la bonne information aux populations et surtout se rendre compte de l'effectivité justement de la gratuité des soins dans les centres de santé. Donc il était question que les populations remontent leurs plaintes ou leur satisfaction par rapport aux nouveaux produits que l'État de Côte d'Ivoire avait mis sur pied pour les populations. La Côte d'Ivoire a reçu de nouvelles notifications du Congrès américain qui portent le total des financements à 44 millions de dollars, soit plus de 22 milliards de francs CFA. Dans le même élan de coopération, l'ambassade de Côte d'Ivoire en Inde a organisé une conférence avec l'ensemble des consuls honoraires. Ils ont été instruits sur les priorités du gouvernement en matière de développement économique. Andiela Diallo. Le rôle du consul honoraire pour le développement de la Côte d'Ivoire dans la période post-Covid. Le thème choisi à l'occasion de la conférence des consuls honoraires ivoiriens vivant en Inde, au Bangladesh et au Sri Lanka. Une rencontre d'échange afin de les accompagner dans la bonne réalisation de leur mission. Mumbai, où l'État de Maharashtra étant le poumon économique de l'Inde, il y a donc une forte communauté d'affaires et nous sommes aujourd'hui en train de les mobiliser de sorte à s'intéresser davantage à la Côte d'Ivoire, y investir et accroître leur business dans un esprit de gagnant-gagnant. L'ambassade de Côte d'Ivoire en Inde n'a pas manqué de recueillir leurs préoccupations et d'avoir des échanges sur leurs plans d'action respectifs, comme la création d'un site web destiné à faire la promotion des atouts économiques et commerciaux de la Côte d'Ivoire et l'organisation prochaine d'une mission économique conjointe à Abidjan. C'était la première fois que nous avons pu réunir tous nos consuls dans une même salle et nous avons pu donc échanger avec eux et nous leur avons donné quelques informations pertinentes sur les attentes et les priorités du gouvernement ivoirien. C'est très enrichissant et nous avons donc décidé d'institutionnaliser cette conférence qui aura lieu donc chaque année de façon rotative. Une rencontre tenue après la commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire en Inde. Une cérémonie modeste qui s'est déroulée tardivement en raison du deuil qui a frappé la Côte d'Ivoire avec le décès de l'ancien président ivoirien, Henri Konan Bédié. En culture, en fin de Variétoscope 2023, cette émission de vacances de la RTI, l'équipe d'Abouasso remporte cette édition. La formation a tout donné sur la scène pour avoir les meilleures notes du jury, une prestation qui n'a pas laissé le public indifférent. Le vainqueur repart avec plusieurs lots. La RTI, grâce à son partenaire, va aussi réaliser une offre communautaire dans la localité. La direction générale du Massa souhaite la participation de nombreux artistes ivoiriens à la prochaine biennale. Le marché des arts du spectacle est prévu du 13 au 20 avril 2024. Pour réussir ce pari, la direction a initié une formation. Les créateurs outillés sur la conception de projets et le mécanisme pour l'obtention des marchés ou l'inscription sur la liste des participants. Abou Sanogo. Le Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan, vient d'ouvrir les inscriptions au groupe pour leur participation à la prochaine édition en avril 2024. Afin d'aider les promoteurs culturels à mieux monter leur dossier de candidature, une séance de formation a été organisée à leur endroit, au siège du Massa, au plateau. Une formation bien accueillie par les participants. On se plaint beaucoup, on dit souvent que « Ah, mais j'ai postulé, j'ai pas été retenu, j'ai postulé, j'ai pas été retenu » parce qu'en vrai, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il faut mettre dans le dossier de spectacle. Et aujourd'hui, j'ai compris. Et la formation va nous aider même. Cette formation, elle est bienvenue pour pouvoir éclaircir toutes les zones d'ombre concernant l'inscription au Massa. Cette formation est très utile parce que
de la même manière qu'on prépare l'équipe nationale à aller compétir en basket, en volley ou en football par des entraînements réguliers, de la même façon, les artistes, en même temps qu'ils répètent, doivent se préparer aussi au plan administratif à venir sur le marché. Le Massa, une biennale, grand événement africain, est organisé tous les 2 ans afin de promouvoir les talents du continent et créer un marché pour les troupes artistiques. Pour le directeur général de l'institution, la formation des artistes est une priorité. Il les invite à s'inscrire massivement pour l'édition 2024. Nous avons lancé il y a 4 semaines, donc précisément 1 mois, l'appel à candidature pour le Massa 2024. Nous nous sommes rendus compte qu'il était important d'accompagner les opérateurs culturels, les groupes artistiques de nos pays, de la Côte d'Ivoire, mais bien au-delà, sur un certain nombre d'activités, notamment celles qui leur permettent de monter convenablement des dossiers artistiques. Et donc cette formation-là permet donc de renforcer la capacité des opérateurs et des groupes artistiques ivoiriens sur les techniques de montage de dossiers artistiques, mais aussi sur les capacités nécessaires à la mise en ligne et donc, de ces différents dossiers sur la plateforme donc, du Massa. Le prochain Massa aura lieu du 13 au 20 avril 2024. Sport, la CAN des quartiers est lancée. La cérémonie d'ouverture, c'était cette semaine dans la commune d'Adjamé. L'initiative est de l'UNESCO qui veut rassembler les jeunes autour du sport avec les valeurs de paix et de vivre ensemble. Ami Diarasouba, Didier Nguessan. Le coup d'envoi du tournoi de la Concorde pour l'adhésion nationale dénommé CAN des quartiers est donné par Gabriela Ramos, sous-directrice générale de l'UNESCO. 8 équipes provenant de la sous-région ouest-africaine vont s'affronter durant plusieurs semaines au complexe Dominique Ouattara de la commune d'Adjamé. L'organisation onusienne veut amener les jeunes à s'engager collectivement autour du sport avec l'esprit fair play. Nous essayons de déployer dans le monde que c'est le pouvoir du sport pour rassembler les gens, pour donner à la jeunesse une opportunité de canaliser toute cette énergie positivement. Une activité que le premier magistrat de la commune entend pérenniser pour le bien-être de sa jeunesse. Nous disons merci à la sous-directrice et à l'UNESCO d'avoir choisi notre commune pour abriter ce tournoi qui rassemble toute la jeunesse, et je dirais toutes les jeunesses de la sous-région. Nous exhortons les jeunes à faire en sorte de vraiment travailler dans le sens de la cohésion, de la solidarité et du vivre ensemble. À travers ce tournoi, l'UNESCO rassemble les jeunes autour du sport en prélude à la CAN en janvier 2024. En sport toujours, 8e édition du tournoi de la fraternité Éric Doigt à Yopougon. La compétition parrainée par le ministre Adama Diawara est soldée par la victoire de l'équipe de Tiercé Diallo. C'était surtout une occasion pour prôner la paix et la cohésion sociale. Frédéric Oulaï, Didier Nguessan. Il a frappé. Liesse populaire, des supporters au thème du temps réglementaire et des tirs au but. C'est l'équipe de Tiercé Diallo en maillot rouge et bleu qui s'impose face à la formation de SDS. Elle remporte la 8e édition du tournoi de la fraternité Éric Doigt, doté du trophée Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cette compétition initiée par la jeunesse de Petit Toit Rouge en ses vacances scolaires entend rassembler les jeunes autour des valeurs de cohésion sociale. Le ministre Adama Diawara nous a mis en tête de cultiver l'excellence. Nous sommes à la fin des vacances scolaires, il faut maintenant passer à l'école, il faut vérifier maintenant si les enfants ont un bon suivi et c'est tout ce qui nous est inculqué comme valeur. Voilà pourquoi à la mi-temps, nous avons fait une action de prix d'excellence 2023. Pour le représentant du parrain, le choix porté sur le ministre traduit l'engagement et le soutien de celui-ci à l'égard de la jeunesse de Yopougon. Le football, c'est un facteur de paix et de réconciliation. Ces tournois ont permis aux jeunes de communier dans un esprit de fair play. Aujourd'hui, le ministre Adama Diawara, en tant que parrain de cette cérémonie, a montré que cette jeunesse peut être unie et solidaire. Plusieurs actions ont été menées, notamment la remise de prise en charge pour le secondaire et le supérieur,
Le vainqueur a reçu des jeux de maillot, un trophée et une enveloppe de 2 millions de francs CFA. En religion, le ministre de l'Intérieur, Vagondo Diomandé, était à l'inauguration de la mosquée Al-Houda et Ibrahim Koné de Gagnoa. Plusieurs guides religieux et des cadres étaient à la cérémonie d'ouverture de ce lieu de prière à Sitandira. Les fidèles musulmans du quartier Sokora de Gagnoa, ville située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, ont désormais un nouvel édifice religieux, la mosquée Al-Houda El Hadj Ibrahim Koné. Elle a été inaugurée en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, mais également en présence du président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. Une mosquée est un lieu de civilisation. C'est un lieu de spiritualité, un lieu de consolidation de la cohésion. Merci au couple Vagondo pour l'acte majeur qui vient d'être posé. Après l'inauguration de la mosquée, hommes de Dieu, fidèles musulmans et autorités administratives ont pris part à l'intronisation de l'imam principal. Une opportunité pour le ministre Vagondo Diomandé de saluer la communauté musulmane de Gagnoa pour son engagement à promouvoir les valeurs fondamentales de l'islam. Je voudrais féliciter l'ensemble des populations et appeler chacun à œuvrer à son niveau pour que notre pays demeure en paix. Parce que sans la paix, rien ne peut prospérer. Et je voudrais terminer en me tournant vers les guides religieux. Vous que nous célébrons aujourd'hui à travers cette mosquée, nous nous confions à vous. Que Dieu exauce toutes les prières que vous allez prononcer pour nous-mêmes, pour vous-même, pour le président de la République et pour l'ensemble des habitants de ce beau pays. Prières et bénédictions pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, remise des Saint-Corans, de bouilloires, de nattes de prières et de chapelets. Des temps forts qui ont également meublé cette rencontre religieuse. Faisons un tour de l'actualité internationale comme tous les dimanches. Voici les points qui ont dominé l'actualité de la semaine. Le 7 sur 7 avec Angela Diallo. Plus de 11 300 personnes ont perdu la vie à Derna, en Libye. Le déferlement d'eau survenu dans la nuit de dimanche à lundi a entraîné la rupture de 2 barrages situés au-dessus de la ville. Selon le Premier ministre du gouvernement de l'Est libyen, les disparus se comptent par milliers et des quartiers entiers avec leurs habitants ont été emportés par les eaux. Le chef républicain de la Chambre américaine des représentants a demandé qu'une enquête en destitution soit lancée contre le président Joe Biden concernant les affaires de son fils cadet à l'étranger. Ces élus accusent le démocrate d'alimenter une culture de la corruption. La Constitution américaine prévoit que le Congrès peut destituer le président en cas de trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs. Le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant Kim Jong-un se sont rencontrés au cosmodrome de Vostochny, dans l'est de la Russie. Les deux hommes, qui ne s'étaient pas vus depuis 2019, ont échangé une poignée de main chaleureuse. Une visite visant à renforcer leurs liens, notamment militaires. Les autorités de transition burkinabè ont annoncé par courrier l'expulsion du colonel Emmanuel Pasquier, l'attaché militaire de l'ambassade de France. La lettre indique que le gouvernement a décidé de lui retirer son agrément avec un délai de 2 semaines pour quitter le territoire du Burkina Faso. Emmanuel Macron a déclaré ce vendredi que l'ambassadeur de France au Niger était pris en otage. Il serait à l'intérieur de l'ambassade avec les militaires et ne se nourrissait plus que de rations militaires. Les jeunes du Mali, du Burkina Faso et du Niger se dirigent vers une coopération sécuritaire avec la signature de la charte du Liptako-Gourma. Les 3 États promettent ainsi de s'entraider en cas d'atteinte à la souveraineté et l'intégrité de leur territoire. Le but est de créer une nouvelle entité, l'Alliance des États du Sahel, avec une mise en commune des systèmes de défense. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté ce dimanche à Lampedusa un plan d'urgence. Ce programme pour aider l'Italie à gérer l'arrivée record des migrants sur son territoire. Un plan ferme à l'encontre des passeurs et la facilitation des voies légales d'entrée dans l'espace européen pour les candidats éligibles à l'asile.
Et rappelons que le vice-président de la République est arrivé à New York, aux États-Unis. Timoko Melie-Kone va représenter le chef de l'État à la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Il va prendre part au débat général. À la tribune, il fera une allocution qui va porter sur plusieurs sujets tels que la paix, la cohésion sociale et la sécurité internationale. Et voilà qui m'interrompt à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Demain, 20h, retrouvez Fatou Fofana. Ce soir, le sage nous apprend que l'oiseau qui ne fait que chanter se retrouve finalement sans nid. Je vous souhaite une fructueuse semaine.